Monsieur le préfet, Madame la vice-présidente de la métropole de Lille, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Madame la maire adjointe de la ville de Lille, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les conseillers citoyens. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation de la métropole européenne de Lille, qui organise donc aujourd'hui, en partenariat avec le Commissariat général à l'égalité des territoires, cette réflexion sur l'avenir de la politique de la ville, et évidemment avec un thème d'innovation qui sied particulièrement, bien sûr, à l'endroit où nous sommes. Le directeur de ce site m'a bien expliqué la belle réussite et la belle transformation de cette ancienne usine textile en ce centre absolument magnifique sur le plan bien sûr architectural, mais aussi magnifique par sa réussite économique et sociale. Vous l'avez dit, Madame la vice-présidente, nous avons cantonné trop souvent ou trop longtemps les quartiers populaires à une certaine image, en omettant de mettre en lumière tout le travail quotidien, formidable, exemplaire des acteurs associatifs, des services des villes ou de l'État, des bailleurs sociaux pour les habitants des quartiers. Or, il est temps désormais de effectivement regarder les quartiers populaires dans leur globalité, et vous avez bien insisté aussi sur ce sujet. Les défis, nous le savons, ils sont immenses, bien sûr. Nous savons qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme, mais nous savons aussi qu'il faut prendre la mesure de tout ce qu'il y a à faire et à relever. Et c'est précisément parce que les défis des quartiers sont si importants que les habitants se mobilisent, mettent en place des solutions imaginatives, innovantes. Hier, vous avez mis en lumière, je crois, 5 d'entre elles, des solutions à Roubaix, à Tourcoing, à Lille, à Mons-en-Barœul. Les quartiers peuvent ainsi être, je dirais, le fer de lance de la modernisation de l'action publique. L'action publique a besoin de se moderniser et elle a besoin de s'appuyer aussi sur les quartiers. Et la fonction de délégué du préfet est à cet égard exemplaire des relations entre l'État, les communes, les associations et les habitants, mais plus largement de modernisation de la société quand je vois le développement des métiers du numérique sur plusieurs territoires, dont celui-ci, dans la politique de la ville. Ce sont des incubateurs, bien sûr, ce sont des cuisines solidaires sur les friches d'anciens sites industriels. Tout cela est un symbole qui avive beaucoup d'espoir. Ce sont surtout les atouts concrets qui placeront ces quartiers en première ligne de la transition numérique, comme je l'ai dit, mais aussi de la transition écologique qui en feront bien sûr des lieux d'excellence. À ce titre, et parce que l'innovation est au cœur de nos politiques pour les territoires, l'ANRU, et le directeur est ici présent, je le remercie de m'accompagner, l'ANRU gère, en plus de son programme principal, des crédits que des programmes d'investissement d'avenir, les fameux PIA sur l'innovation, autour du thème de la ville durable et solidaire. 19 sites du NPNRU sont ainsi accompagnés au titre du PIA, dont Lille, sur un territoire à santé positive, et Roubaix, sur la thématique de la maison à 1 euro. Et 15 accompagnés sur les PIA 3, c'est des générations bien sûr, dans le cadre du programme dit ANRU+. La politique de la ville, c'est cela, c'est identifier les initiatives qui fleurissent dans les quartiers. C'est les faire grandir, c'est les accompagner et c'est aussi les diffuser. C'est donc donner aux habitants les moyens de forger leur expérience, je dirais, et leurs solutions collectives. C'est donner à chacun d'entre eux les mêmes chances de réussir
que tous les autres enfants de la République. Et j'ai eu une conversation tout à l'heure avec quelqu'un qui, j'ai oublié le titre, hein, mais qui s'occupe des jeunes pour les études supérieures et qui m'a montré les réussites en nombre très importantes des jeunes qui, identifiés dans ces quartiers, font des études supérieures et ont de grandes réussites. C'est donc ne laisser personne nulle part sur le bord de la route. C'est un enjeu, bien sûr, au cœur du pacte républicain. C'est un enjeu de cohésion sociale, c'est un enjeu pour les territoires et il faut s'engager puissamment. C'est un enjeu qui transcende bien sûr tous les clivages politiques, un enjeu dont l'urgence et l'ampleur appellent à ce que l'État et les collectivités territoriales travaillent main dans la main. C'est pourquoi, comme ministre de la cohésion des territoires et des collectivités territoriales, j'en fais un pilier de ma politique avec, comme vous le savez, Julien Denormandie et Sébastien Lecornu. Il y a en effet un an, le président de la République a appelé à quelques kilomètres d'ici, à Tourcoing, à une mobilisation nationale pour les quartiers populaires. Il a fixé un cap. La politique de la ville ne doit ni être une politique d'exception, ni être une politique d'assistance. Les habitants n'appellent à aucune charité, à aucun traitement de faveur. Ils veulent vivre, travailler dans leur quartier. Tout ce qu'ils désirent, c'est être traités de manière équitable et bénéficier des mêmes opportunités que les autres. La pire inégalité, on le sait, c'est l'inégalité de destin. 40 ans d'intervention et d'engagement n'ont bien sûr pas été vains, mais on sait qu'il y a encore beaucoup à faire. Nos quartiers sont encore marqués par le chômage, par l'échec scolaire et aussi par la délinquance. Les chiffres sont éloquents, un taux de chômage 2 à 3 fois supérieur à la moyenne nationale, quel que soit le niveau de diplôme, un jeune sur 6 en décrochage scolaire, 42% du taux de pauvreté. Vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, il faut regarder la réalité en face. Mais les chiffres, bien sûr, ne disent pas tout. Ils ne disent pas le désespoir d'un jeune diplômé à qui 5 ans d'études supérieures n'ont pas ouvert les portes de l'emploi. Ils ne parlent pas aussi du sentiment d'abandon que ressentent certains de nos concitoyens dans des territoires gangrénés par la drogue ou le communautarisme. C'est pour eux que l'ensemble des pouvoirs publics doivent se mobiliser. C'est avec la volonté que le visage des quartiers est changé d'ici la fin du quinquennat, comme l'a souhaité le chef de l'État, que nous avons tracé une feuille de route claire et que nous la mettons en œuvre, en espérant changer au maximum ce visage. Cette feuille de route, elle est le fruit d'un travail de co-construction inédit par son ampleur, la richesse et la diversité de ses contributions. Nous avons travaillé 8 mois avec les préfets, avec les élus locaux, les associations, les entreprises, les bailleurs sociaux, les citoyens engagés. Nous avons travaillé avec Jean-Louis Borloo et tous les acteurs engagés. Nous avons réuni 10 groupes de travail thématiques nationaux et 180 groupes départementaux. 10 cahiers de co-construction en sont ressortis. Voilà, c'est pour vous dire que nous avons vraiment mis tous les moyens pour le dialogue et la construction. Et nous en avons tiré une feuille de route qui poursuit 3 grands buts. Garantir les mêmes droits aux habitants, favoriser l'émancipation, remettre la République pour tous et partout. Ces 3 orientations sont déclinées en mesures très concrètes. Nous sommes au travail, main dans la main avec les collectivités, les associations et les entreprises pour mettre en œuvre ces mesures et améliorer la vie des gens sur le territoire. J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas travailler tout seul, que c'est tous ensemble que nous réussirons ces politiques. Pour cela, nous avons obtenu que les crédits dédiés à la politique de la ville
soit augmenté dès 2019 de 20%, soit de 85 millions d'euros. C'est un effort budgétaire évidemment important. Et je ne parle là que des crédits qui relèvent de mon ministère. Comme vous le savez, les crédits de la politique de la ville doivent venir en appui, en effet, d'être des leviers de l'action de tous les autres ministères. Sur la sécurité, par exemple, cela veut dire créer 1300 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes d'ici 2020 dans 60 quartiers de reconquête républicaine, avec un plan résolu contre la criminalité organisée. Car la première des libertés, pour les habitants de ces quartiers, c'est la sécurité. Toute action publique sera vaine, tout discours inaudible, si nous ne restaurons pas dans certains quartiers l'ordre républicain. La force de cette police de sécurité du quotidien, c'est qu'elle s'appuie sur la cohésion police-population. D'ici 2020, nous allons porter à 185 le nombre de délégués cohésion des réservistes de la police nationale en charge des relations avec la population. Nous allons aussi ouvrir 8 nouveaux centres de loisirs gérés par la police où sont pris en charge des jeunes qui sont en rupture. Il y a aussi, bien sûr, le champ de l'éducation. C'est agir pour l'émancipation à chaque étape du parcours scolaire. En maternelle, c'est, vous le savez, placer 2 adultes par classe dans une soixantaine de quartiers en difficulté. En CP et en CE1, c'est un dédoublement des classes dans les établissements de REP et REP+. Julien Denormandie était hier à Nîmes avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour échanger avec des acteurs de terrain sur la préfiguration des cités éducatives. Cette nouvelle impulsion donnée à la coopération entre tous les acteurs scolaires et extrascolaires autour de l'enfant. Il y a bien sûr les collégiens de 3e, c'est la mise à disposition, vous le savez, de 30 000 stages de qualité. J'insiste sur ce point des stages de 3e. Cela peut sembler anodin, mais c'est une étape cruciale du parcours des jeunes, car ce sont quelques jours qui ouvrent souvent l'horizon et le champ du possible. Et grâce à la mobilisation des entreprises, de l'administration, des associations qui accompagnent des élèves, nous avons bâti une plateforme en ligne qui s'appelle monstagede3e.fr, qui rassemble déjà plus de 15 000 offres de stages. Bien sûr, il y a aussi la sécurité, l'éducation, mais aussi l'emploi. Car on sait que tout passe par l'entreprise et l'emploi, et nous déployons un effort considérable. Cet effort, bien sûr, s'incarne dans le déploiement du dispositif des emplois francs que Muriel Pénicaud manage. Vous avez dit, Madame la vice-présidente, que la métropole européenne de Lille est un des 7 territoires d'expérimentation de la mesure. Sur ce seul territoire, plus de 700 contrats ont d'ores et déjà été signés depuis avril et le cap des 1000 devrait être franchi d'ici à la fin de l'année. Je crois que c'est un résultat tout à fait exceptionnel et on peut saluer l'organisation et les entreprises, bien sûr. Chacun sait ici que, quelle que soit la place où se situe l'entreprise, les jeunes ont accès à partir du moment ils ont priorité s'ils sont au chômage et ils peuvent facilement trouver, plus facilement trouver un emploi. Cet effort se traduit aussi par la mobilisation de 2 milliards d'euros vers les quartiers dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences pour former les jeunes et leur donner un avenir et un espoir. Nous amplifions également notre soutien aux associations car ce sont elles qui œuvrent au quotidien pour créer du lien social. Nous débloquerons en 2019 15 millions d'euros qui financeront un partenariat national avec les grandes associations afin qu'elles diffusent leur action sur le territoire. C'est la logique que je promeus, identifier les initiatives les plus impactantes et les faire essaimer, je le rappelle.
Nous n'oublions pas les associations de proximité, c'est pour cela que nous les soutenons, avec la création de 1000 postes d'adultes relais supplémentaires et le doublement des postes FONGEP financés à hauteur de 7 000 € par an par l'État. Mais notre action serait vaine si nous n'agissions pas sur le logement et le cadre de vie. C'est pour cela que nous avons signé la convention État en rue Action Logement du 11 juillet. Elle acte le doublement du budget de l'ANRU qui est désormais de 10 milliards d'euros. Elle permet surtout d'accélérer et de simplifier la rénovation urbaine, la simplification du processus d'examen des projets, même si vous avez dit, Madame la vice-présidente, et vous avez raison que c'est toujours trop long, la déconcentration des processus d'instruction et d'examen, ça c'est très important, qui permettent d'accompagner les élus avec, je dirais, pragmatisme, simplicité et bienveillance. Depuis fin mai, plus de 100 projets, pas que j'exagère, plus de 100 projets ont été validés pour plus de 2,5 milliards d'euros. On sait que ce sont les démolitions qui rendent de l'espace urbain et font avancer les projets. L'ANRU prenait en charge le coût des démolitions à 70%. Ce taux a été porté à 80%, voire à 100% selon les cas. C'est une augmentation sensible, mais tout à fait appréciable sur les territoires. Et l'objectif est qu'on atteigne les 80 000 démolitions et on va y parvenir. Mais qui dit démolition, bien sûr, dit derrière reconstruction, bien évidemment. Cette convention ANRU, c'est les résultats, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la concertation et du travail de tous les acteurs et elle produit des effets très concrets et très positifs sur la vie des gens. C'est l'exemple de ce que l'on souhaite faire. Alors bien sûr, j'ai cité beaucoup de chiffres, je les ai portés à votre connaissance parce que c'est important que vous les connaissiez, mais je sais que la richesse, ce sont les hommes et les femmes qui font vivre sur les territoires tous ces programmes. C'est bien la mobilisation de tous, par la mobilisation de tous, que nous parviendrons à obtenir des résultats encore meilleurs, non pas à changer ou réformer les quartiers, mais bien, je crois, à les transformer, et c'est bien l'objectif que vous suivez les uns et les autres. Madame la vice-présidente, mesdames et messieurs, je vous souhaite pleine réussite aussi pour votre projet 2020 lié au design, comme vous l'avez magnifiquement expliqué. Et évidemment, je comprends tout à fait votre enthousiasme, car là encore, ça s'inscrit dans une stratégie globale, comme vous l'avez si bien dit. Je vous remercie.